Bonjour mesdames, merci d'être aussi nombreuses aujourd'hui. Aujourd'hui c'est votre journée, mais c'est aussi ici la journée dédiée à la création d'entreprises au féminin. Et c'est aussi en fait l'occasion de parler, en fait, d'évoquer le sujet des entreprises dites à impact. Et s'il ne s'agit pas en fait d'entreprises à impact, de dirigeantes qui souhaitent avoir un impact en fait sur leur environnement, bien évidemment, mais sur leur territoire et tout simplement en fait sur leur écosystème. Donc on a la chance aujourd'hui d'accueillir Cassandre Le Cauzanet. Voilà. Je passe les slides. Cassandre Le Cauzanet, en fait, qui est membre des Premières Bretagnes, qui se présentera, bien évidemment. Les Premières Bretagnes, en fait, étant une des structures en fait, d'accompagnement en fait, de l'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent chez les premières, et c'est pas pour rien qu'elles s'appellent les premières. Nous accueillons également à l'extrême gauche, à mon extrême gauche, Catherine Lodic, qui est maire, s'il en est, maire du village Baïséa. Elle vous expliquera en fait de quoi il retourne. Le village Baïséa accueille des entreprises, soit en amorçage, soit en développement, et essaye de les accompagner vertueusement vers plus de développement au cours de leur première phase de vie. Julia Dussartel, qui est donc dirigeante de la maison Eiden et qui produit des savons et des shampoings, pardon, pas encore des savons, mais des shampoings, qu'on ne trouve pas en fait dans des emballages plastiques, et puis des shampoings dont la composition surtout est un petit peu plus vertueuse que la moyenne des produits que l'on peut trouver sur le marché. Elle nous expliquera de quoi il retourne. Et puisqu'on parle de vertu, on accueille également Tiffaine Turluche, donc des bottes d'anémone, qui nous a fait la joie de fleurir le Palais des Arts et des Congrès aujourd'hui, et qui produit des fleurs locales, des fleurs bio, et avec toute une méthode de production en fait, qui est beaucoup plus vertueuse que ce qu'on peut trouver en Hollande notamment. Voilà, et moi-même donc dirigeant en fait d'Exemplary, qui est une structure d'accompagnement, de conseil et d'accompagnement en fait des entreprises pour essayer de faire bouger un peu les lignes dans les entreprises et essayer d'accélérer le mouvement vers des entreprises plus vertueuses. Donc on le fait pour des grands groupes, on le fait pour des groupes moyens, on le fait également pour des petites sociétés. On le fait véritablement pour tout le monde. Et mais on aime bien les femmes, en dépit de ce que vous voyez devant vous, on aime bien les femmes chez Exemplary, puisque 80% de nos forces vives sont des femmes. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'elles sont généralement les plus volontaires. Et je passe la parole maintenant à Cassandre, qui va commencer son exposé autour de l'impact et des impacts. Merci, bonjour à toutes. Donc, je suis Cassandre Le Cauzanet, déléguée générale des Premières Bretagnes, et on accompagne des structures portées par des femmes et leurs associés. Alors, j'ai un petit souci de voix, donc éventuellement, peut-être certaines pourront avancer parce que je ne vais pas pouvoir pousser plus. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, je travaille dans l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat impact, depuis 10 ans. Et j'ai rejoint l'équipe des Premières en novembre pour accompagner des projets. Je vous propose qu'on prenne un petit temps pour parler aussi on s'est toutes et tous présentés, enfin Yannick nous a présenté pour parler de vous, qui vous êtes. Et je vous invite, je vais vous inviter à prendre, je crois que beaucoup d'entre vous ont sorti votre petit carnet, votre petit stylo, et si ce n'est pas le cas, votre téléphone ou juste votre esprit. On va prendre un petit temps juste d'introspection, de se demander pourquoi est-ce que vous avez choisi aujourd'hui de rejoindre cet atelier Impact. Voilà, je vous invite à vraiment vous reposer la question. Pourquoi est-ce que je suis venue là? Qu'est-ce qui m'a motivée? Qu'est-ce qui m'a entraînée à venir ici? Qu'est-ce que je souhaite recevoir de cet atelier? Et qu'est-ce que je suis prête à partager
au cours de cet atelier. Et je vous invite peut-être à ce qu'on prenne toutes et tous un petit temps juste pour se demander qu'est-ce que j'ai envie dans cet atelier et qu'est-ce que je suis prête à partager au sein de cet atelier. Est-ce que tout le monde est un peu au clair sur pourquoi, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous souhaitez y partager ? Je vais vous inviter on va pas forcément toutes faire connaissance, mais à vous tourner vers votre voisine. Je crois qu'à part Yannick, personne. Moi, je suis la seule à avoir un voisin. Et à vous tourner vers votre voisine et de juste dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes venu dans cet atelier, peut-être une attente et surtout qu'est-ce que vous avez, vous, envie de partager à votre voisine sur vous et l'impact. Voilà, on se donne 3 minutes. C'est de répartir un peu le temps de parole. C'est une super technique quand vous facilitez. Si vous avez besoin d'attirer l'attention, vous levez la main. Ceux qui vous voient lèvent la main et ça permet de diminuer le volume sonore. J'espère que vous avez pu faire connaissance avec vos voisines. Je vous propose de nous ramener quelques mots sur ce que l'impact évoque pour vous. Je vais glaner dans un nuage de mots et Yannick va les récupérer. Donc n'hésitez pas, peut-être dans un premier temps, est-ce qu'on se prend 30 secondes pour faire venir les mots qui, quand on dit impact, ça vous fait penser à quoi ? Alors, mesdames, transformation. On va la laisser noter. Conséquences, responsabilité. Société. Valorisation. Alors, interpeller ou interpellation ? Empreinte. Ah, métamorphose. Développement. Ah, positif. Choc. Oui. Ah là, on verse dans la politique. Collectif. Nature. Action. Pouvoir d'agir. Repenser. Parce qu'ensemble, tout est possible. Alors, on vous avait proposé aussi un nuage de mots un peu plus coloré et mieux écrit que nos 2 belles plumes, avec le mot engagement et transformation qui ressortait beaucoup. Moi, ce qui sort, donc, transformation, c'est assez important. La notion d'environnement, de ce qui nous entoure, de différentes parties prenantes et d'un impact sur la société aussi qui est assez fort, avec cette notion d'être tourné sur le sens, sur le futur, sur la co-construction. Avec une notion aussi d'intelligence, l'impact, comment est-ce que ça peut nous traverser. C'est un mot qui est très à la mode, qui est devenu une urgence, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on remet de l'impact et qu'on transforme la société dans laquelle on est, nos modes d'agir, de consommer, de produire et d'échanger. Donc moi j'ai travaillé dans l'entrepreneuriat social pendant plus de 8 ans, donc je voulais juste vous proposer un petit panorama de ce qu'on peut entendre par impact ou ce qu'on a entendu par impact par le passé, notamment en termes de structure et quand on est des entrepreneurs, dans les types de structures qui étaient dites à impact, et aujourd'hui ça s'élargit, c'est très bien et ça permet de faire évoluer les pratiques et en même temps de s'y retrouver aussi, c'est assez utile. Donc la définition de l'impact. L'impact social consiste en l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation. Donc c'est un impact, c'est des conséquences d'activités sur les parties prenantes externes, directes ou indirectes d'une entreprise. Donc ça peut être ses clients, ses partenaires, son territoire, ses fournisseurs,
mais aussi sur ses parties prenantes internes, donc les collègues, les collaborateurs, les actionnaires, les bénévoles, les volontaires, et sur la société en général. Donc quand on dit impact, on est bien dans ce côté, un impact, c'est pas que d'économiser du carbone ou d'aider des gens à la base. Un impact, c'est aussi quand on reçoit un coût, donc c'est la conséquence de quelque chose, tant sur ces parties d'une organisation, notamment d'une activité, sur l'externe, sur l'interne et au global. Donc juste on garde ça en tête. Un entrepreneur à impact, c'est quelqu'un qui cherche à développer une organisation ou une solution qui soit efficace économiquement et qui soit viable dans le temps pour répondre à un besoin social ou environnemental resté sans solution. Et là, je mets une petite nuance, sans solution ou avec une solution imparfaite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Les entrepreneurs sociaux ou ceux qui entreprennent dans l'entrepreneuriat social ne sont pas les premiers à s'être réveillés, à s'être dit OK, il y a un problème d'égalité des chances, etc., ou il y a un problème de mobilité sur tel territoire. Beaucoup d'autres se sont a priori déjà fait ce constat, mais les solutions en place, qu'elles soient proposées par le secteur public, privé ou associatif, ne sont pas ou peu concluantes, et donc il y a encore besoin. Il y a un champ libre aussi dans tout ce qui a impact, il y a une notion de créativité. Donc, pardon, je veux bien que tu reviennes avant. Merci. Donc voilà, on est sur la création d'organisations ou de structures de projets qui soient efficaces et pérennes, pourraient avoir de l'impact dans la durée et dans le temps, qui répondent à des besoins sociaux ou environnementaux, qui ont toujours une partie qui est pas ou peu répondue correctement pour générer un impact social ou environnemental positif. Est-ce que jusque-là, ça va ? Super, merci. Merci, je veux bien que tu avances. L'économie sociale et solidaire, donc c'est l'ESS, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un peu le premier secteur qui a vraiment formalisé des premières pistes d'impact, de création d'impact qui étaient très, très puissantes. L'économie sociale et solidaire, elle se définit notamment à travers les statuts et la gouvernance. Comment est-ce que je consulte l'information ? Comment est-ce que je prends mes décisions ? Comment est réparti le pouvoir ? Et notamment avec une distanciation par rapport à un système plutôt basé sur les capitaux, qui va être basé sur le pouvoir de décision d'organisation ou de personnes, voire de bénéficiaires. Donc, appartiennent à l'économie sociale et solidaire toutes les associations, donc, qui ont été régies par la loi 1901, le secteur des mutuelles, qui existe depuis la fin du 19e siècle, les coopératives, à la base notamment issues du milieu agricole, où on met en commun, on décide en commun, et c'est vraiment chaque voix à son poids. Et les fondations, donc, qui sont des structures régies avec un objet social très défini, une fiscalité aussi très encadrée pour justement aller dans notamment le soutien pas mal d'associations et de structures à impact fort. Donc ça, c'est un secteur qui était, de par son statut, on appartenait ou non à l'économie sociale et solidaire. Or, depuis tout ce temps-là, il y a eu plein d'autres entrepreneurs à impact qui, avec des modèles économiques, on va dire dits classiques ou commerciaux, avaient aussi pour objet et pour poursuite d'avoir un impact social ou environnemental positif. Et donc, une loi, notamment la loi de 2000... Alors, pardon, je vais aller trop vite. Non, c'est moi qui m'auto-dépasse. Donc, une entreprise, avant de faire cette fameuse loi, peut être sociale, ou en tout cas, moi, et c'est ce en quoi je crois, et c'est ce que défend l'ESSEC, qui a une chaire d'innovation et d'entrepreneuriat social depuis bientôt 20 ans. On peut être une entreprise sociale soit par les salariés qu'on emploie. Donc si on emploie des personnes en situation de réinsertion, en situation de handicap, on cherche à accompagner les femmes sur tel territoire parce qu'on s'est rendu compte que sur tel territoire, elles avaient un chômage extrêmement fort. Donc voilà, c'est un engagement en faveur des salariés. On cherche à leur apporter un emploi spécifique. Les statuts en bas à droite, ce que je viens de dire sur l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les mutuelles, les fondations et les coopératives, par ses utilisateurs ou ses clients, si jamais je propose un produit qui n'est pas accessible sur le marché commun à telle ou telle population parce qu'ils sont trop éloignés du marché, ils n'ont pas les capacités de se les fournir, on peut être une entreprise sociale pour tel aspect, ou par ses produits ou services où je vais développer un outil spécifique pour telle ou telle population adapté sur mesure, même si potentiellement, économiquement, ce ne serait pas forcément la première idée qui me viendrait. Du coup, je peux enfin parler de ma fameuse loi. Merci. Donc en 2014, la loi de l'ESS a un peu élargi ce fameux secteur de l'ESS qui était très statutaire à d'autres acteurs, notamment aux sociétés commerciales, si elles répondaient à 3 critères. Le but poursuivi qui était autre que celui de générer des bénéfices et de les partager entre les actionnaires.
Donc typiquement, si jamais je suis une entreprise d'insertion, si jamais je vends un produit spécifique pour un public qui est éloigné du marché commun, si j'ai une gouvernance démocratique, donc avec des instances de répartition des pouvoirs et des décisions qui sont beaucoup plus collectives, collaboratives, potentiellement avec d'autres comités autres et externes aux uniques actionnaires. Typiquement, on a beaucoup de conseils dits des sages, conseils de la société civile ou conseils scientifiques dans certains projets, et une lucrativité limitée, donc avec un encadrement, un reversement des bénéfices au service du projet et un encadrement des salaires notamment. À savoir, pour compléter ce que dit Cassandre, qu'Exemplary est une entreprise sociale et solidaire, mais à lucrativité illimitée. Et je dis bien illimitée, mais générée en fait d'une autre manière, c'est-à-dire de manière plus vertueuse. Donc il y a aussi ces aspects-là qui se développent. Donc on était en 2014, donc les lois ESS, et ensuite, depuis 2019, et donc on a beaucoup entendu parler d'impact à ce moment-là et d'entreprises à mission, et vous avez peut-être entendu parler d'entreprises à mission peut-être que dans certaines des entreprises de vos proches, elles sont dans ce chemin-là. On s'est rendu compte que pour la majorité des Français, c'était évident qu'une entreprise, au-delà de ce qu'elle produisait, devait avoir un impact et une utilité pour le territoire et la société dans laquelle elle était active. Il s'avère que dans le droit français, cette fameuse utilité n'était mentionnée nulle part et on n'en faisait pas du tout objet. Donc, en 2019, avec la loi Pacte, l'idée, ça a été justement d'introduire cette notion de société ou d'entreprise à mission. Et donc les entreprises à mission sont des entreprises qui affirment publiquement leur raison d'être, le pourquoi elles existent, potentiellement au-delà de fournir un produit spécifique. Elles font ce produit pour permettre aux personnes de se déplacer, etc., ou de pouvoir interagir, ou que sais-je. Et elles redéfinissent également un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux liés à leur activité sur lesquels elles s'engagent. Donc c'est à nouveau un élargissement du champ pour que cette responsabilité et cet engagement, la mission de chaque acteur, notamment économique, dans le champ de l'économie française et du territoire et de l'écosystème, soit vraiment bien réaffirmée. Donc je reviens sur ma définition de l'impact. L'impact social, donc, ça consiste en l'ensemble des conséquences des activités ou des fruits des activités d'une organisation sur ses parties prenantes externes, donc fournisseurs, clients, prestataires, partenaires, etc. Ses parties prenantes internes, ses collègues, ses collaborateurs, ses bénévoles, etc., ainsi que sur la société en général. Sur la population qui m'entoure, sur le territoire où je suis implantée, sur l'environnement côté écologique et planétaire qui nous entoure. On va attendre un instant. Alors, ouais. Donc l'impact, aujourd'hui, c'est vraiment, en tout cas moi quand j'accompagnais les entrepreneurs sociaux, et je crois que tout à l'heure Tiffaine et Julia vont un peu nous parler aussi de comment l'impact est vraiment cœur dans leur projet. On est de plus en plus sur une notion où des entrepreneurs s'affirment ou veulent s'affirmer comme ayant de l'impact. Aujourd'hui, toutes les organisations, quelles qu'elles soient, sont structurées et sont pilotées à travers un prisme financier, ne serait-ce que parce que quand on a des salariés, il faut pouvoir les payer, parce qu'on génère des produits, que tout ça s'achète, etc., qu'on a un référentiel monétaire et financier assez clair. L'impact aujourd'hui, le secteur depuis quelques années se pose aussi la question, ok, je suis une structure, une association viable, j'ai des salariés, je sais que dans 2 ans, je serai toujours existante et c'est extrêmement important pour pouvoir pérenniser son impact d'être viable économiquement. En revanche, plus ça va, plus on se pose la question aussi de se dire, ok, mon impact, en quoi est-ce que est-ce que je suis également performante au niveau de l'impact ? Ça permet aux associations, aux structures, aux entreprises de se professionnaliser et de se poser la question, très bien, si moi, j'ai 4 personnes dans mon équipe, que je mobilise tant de ressources, qu'on passe tant d'heures sur le terrain pour produire tel ou tel impact, est-ce que je les ai utilisés de la meilleure façon ? Parce qu'on a toutes et tous, tous les entrepreneurs impact, a priori, ont une belle et bonne intention. Mais ça permet aussi de se poser et d'analyser ces pratiques pour voir, quand j'anime tel ou tel atelier, voilà l'impact qu'il y a derrière. Quand je fais tel ou tel programme ou tel autre atelier, l'impact est peut-être plus ou moins puissant. Quelle est ma vraie valeur ajoutée ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter comme changement, tant sur l'environnement que sur la société ? Donc,
ce schéma, je vous propose de le décortiquer ensemble parce que c'est assez intéressant de comprendre ce que génère l'organisation et la conséquence, les résultats ou les fruits qui peuvent ensuite s'évaluer et qui peuvent être partiellement attribués à chaque organisation. Une organisation, elle a des ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources en termes d'outils, des ressources humaines, des ressources matérielles. Elle peut avoir des locaux, elle peut avoir des tracteurs, que sais-je. Elle a des activités, c'est ce qu'elle fait, c'est son métier qu'elle met en place. Et tout ça génère des réalisations. De ces réalisations, donc des réalisations concrètes. Typiquement, je suis une auto-école, donc j'ai en ressources des moniteurs d'auto-école, j'ai des voitures je suis une auto-école solidaire, pardon. Donc j'ai une flotte de véhicules, j'ai des moniteurs, j'ai un temps homme alloué à mon activité. Mon activité, c'est de donner des cours de conduite à des personnes qui sont éloignées de la mobilité et de l'accès au permis. Ma réalisation, ça va être de dire que j'ai accompagné dans les 3 derniers mois 100 jeunes à tarif solidaire. Ils ont fait plus de 25 heures de conduite. Et le résultat, c'est que sur les 100 jeunes, il y en a, allez, on va être optimiste, 90 qui ont eu leur code du premier coup. Et il y en a 80 qui ont eu le permis. Donc il y en a 20 qui, bon, comme dans toute auto-école, je ne suis pas parfaite et mes candidats ont stressé et ont peut-être grillé un stop. L'impact, ça va être la conséquence, donc non pas de ma réalisation, qui va être de leur avoir donné les 25 heures de conduite. Le résultat, il dépend quand même beaucoup d'eux et de ce qui va se passer pendant l'examen, c'est-à-dire ils vont ou pas avoir le permis. Et l'impact, c'est que ça va permettre sur ces 80 jeunes qui ont eu le permis, il y en a 50 qui ont un stage ou un boulot qui est à 25 ou 30 km plus loin que tous leurs autres camarades, ce qui leur permet d'avoir un taux d'employabilité beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que si je compare avec les jeunes qui n'ont pas eu accès à mon auto-école, qui n'ont pas le permis, qu'on va dire qu'ils sont au chômage à 40%, moi, les jeunes qui sont passés par chez moi et qui ont eu le permis, on se rend compte que voilà, ils ont un degré d'accès à l'emploi, à la formation qui sont beaucoup plus importants. Cet impact, il n'est pas uniquement attribuable à mon auto-école. Mon auto-école y a participé, mais ça dépend aussi évidemment du caractère et de la force de chaque jeune, des rencontres qu'ils auront fait, d'autres accompagnements, etc. Donc tout ça pour vous dire que l'impact d'une organisation se mesure et se quantifie parce qu'on voit l'avant-après entre mon bénéficiaire qui est passé par chez moi avant qu'il arrive et une fois qu'il est sorti, et se mesure aussi dans la durée. Je suis notamment sur l'impact social mes bénéficiaires dans le temps. Mais il est attribuable partiellement à moi. Mais voilà, donc c'est important d'avoir cette notion de l'impact n'est pas uniquement généré par une seule structure et on peut pas dire je suis l'unique personne grâce à qui on va dire ces 20 personnes ont trouvé une formation. S'ils n'étaient pas passés par chez moi, on aurait eu un taux inférieur. Merci, il me reste plus beaucoup de temps. Ça tombe bien, c'est bientôt fini. Voilà, et donc cette question de la rigueur dans l'analyse de qu'est-ce que je souhaite mesurer, quel est vraiment l'impact, pourquoi est-ce que j'ai lancé cette auto-école, est-ce que c'est pour aider les jeunes à prendre confiance en eux, est-ce que c'est aussi pour les aider à aller vers l'emploi, est-ce que c'est, en l'occurrence dans mon cas, c'est pour les aider à avoir plus de mobilité. Ça m'aide à communiquer, à voir aussi comment je vais solliciter des partenaires, parce que comme je suis une entreprise, une association solidaire, j'ai aussi un petit peu de financement et il faut que j'aille pouvoir en parler aux partenaires publics pour me financer. Je vais arrêter parce que j'ai plus de voix. Voilà, donc donc cette question de la mesure de l'impact ou du suivi de son impact pour être vraiment dans cette performance et de se dire ok, si jamais je décide d'aller sur tel nouveau chantier, avec un partenariat avec tel nouveau client, au-delà de l'économique, oui, c'est une opportunité parce que je générerai plus d'emplois, parce que ça génère de la stabilité pour mon entreprise ou pour mon association. C'est aussi de se poser la question, est-ce que ça me permet d'atteindre l'objectif, le but social ou environnemental que je me suis fixé ? Voilà, et donc c'est vraiment d'avoir cette attention ou à comment est-ce qu'on travaille, on mesure son impact. Excusez-moi, moi je vais aller vérifier mon impact sur les autres ateliers. Super, merci beaucoup, merci pour votre écoute. Voilà. Et donc je voulais juste vous poser une dernière petite question. C'est nous toutes ici dans cette salle et tous, on a des sujets qui nous tiennent plus ou moins à cœur. On a des thématiques, des choses qui nous font plus ou moins bouillir de l'intérieur,
Certains d'entre nous, ça va être l'égalité des chances pour les enfants. D'autres, ça va être voilà, le fait y ait besoin, qu'on ait de plus en plus ou de moins en moins d'espaces naturels urbains. Pour d'autres, ça va être la survie de la faune et la flore sous-marine. D'autres, ça va être la mobilité dans les quartiers prioritaires. Voilà, c'est de nous poser un peu la question, quelles sont, moi, les cordes sensibles où vraiment j'ai envie d'agir sur tel ou tel aspect. Et ensuite, de vous poser aussi la question, qu'est-ce que je fais à travers mon activité professionnelle, mais qu'est-ce que je fais tout simplement en tant que citoyen et citoyenne engagée, voilà, dans les messages que je porte, dans la posture, dans la façon dont je consomme, dont j'achète mes fleurs ou mon shampoing, dont je me déplace, et qu'est-ce que j'ai comme autre engagement. Voilà, c'est vraiment de se reposer cette question de l'impact. On n'est pas obligés tous et toutes d'être appelés à des entrepreneurs sociaux. En revanche, on peut tous se poser la question, comment est-ce que je consomme, j'achète, je me déplace, je m'engage, je transmets, parce qu'a priori beaucoup d'entre nous, on lâche d'être éducateurs ou en tout cas de transmettre à d'autres populations. Voilà. Merci infiniment, Cassandre. Oui, on peut l'applaudir. Merci infiniment. On va laisser ta voix se reposer un petit peu. Et puis surtout, on va maintenant passer la parole en fait à nos témoines. Je ne sais pas comment on peut féminiser ce mot-là. Donc, vous voyez, il y a un mot... on n'est pas obligé, mais c'est vrai qu'on cherche à féminiser quand même certains termes. Pourquoi ce seraient des témoins ? Pardon ? Exact. Ah, mais ça, c'est évident. C'est évident. Donc, on va leur passer la parole. C'était très intéressant, en fait, cet exposé. Et on a voulu, en fait, que ces ateliers soient réellement pratico-pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'ayez pas simplement que des exposés, que vous sortiez, en fait, de cette demi-journée, en fait, avec des choses apprises ou des choses rappelées. Ça nous paraissait important. Ce qui nous... alors, ça nous parle d'autant plus chez nous, Exemplari, qu'on a voulu, en fait, créer Exemplari après des accidents de vie, notamment, après avoir été dans des grandes entreprises. Et à un moment donné de notre vie, on en a eu un petit peu assez, en fait, des poncifs. Des vieux poncifs en management. Alors certes, appris dans des grandes écoles, hein, ça ne dévalorise pas en fait l'enseignement qui a été prodigué, mais on voulait véritablement en fait passer à autre chose et aller beaucoup plus loin en fait que ce que les marques elles-mêmes, notamment des multinationales, voulaient nous inculquer. Puisqu'on demande toujours en fait aux consommatrices et aux consommateurs de faire des efforts, mais visiblement dans les multinationales, il y a une espèce d'inertie qui fait que ça n'avance pas suffisamment vite. Et heureusement, nous avons des représentantes, et notamment Catherine, qui est quand même à l'intérieur d'un grand groupe, mais on voit que même à l'intérieur des grands groupes, en fait, ça avance. Donc, les notions en fait d'impact dont on a parlé, notamment pour toi, Tiffaine, donc Tiffaine Turluche, les bottes d'Anémone, qu'est-ce qui t'a motivé finalement à créer cette entreprise et à la créer avec cette typologie qui est celle en fait des bottes d'Anémone ? Bonjour à toutes. Donc je suis Tiffaine Turluche, la fondatrice des bottes d'Anémone. Je précise que je ne suis pas productrice. Marguerite, qui est cachée derrière la caméra, deviendra notre productrice le 1er avril grâce à une campagne de financement participatif qui vient de se terminer avec succès. Donc je ne suis pas productrice. Bonjour Marguerite. C'est cadeau pour toi. Les bottes d'Anémone, c'est une entreprise vantaise qui a 18 mois, qui a pour mission de changer le monde de la fleur une tige à la fois. Et en fait, ce qu'on propose, c'est des bouquets colorés, joyeux, globalement engagés, et qui sont composés toujours de fleurs françaises et de fleurs de saison. Et quand on fleurit des événements ou même dans nos emballages, quand on a des bouquets, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises, d'éliminer le plastique à usage unique. Donc, par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucune mousse florale, qui est un truc dégueulasse, voilà, on peut le dire, non recyclable, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer et de créer un nouveau modèle de fleuristerie.
Moi, je viens d'un univers plutôt nautique et c'était une reconversion. Et en fait, moi, c'était vraiment le lien de cause à effet. C'était de me dire, bah, moi, j'adore la mer. La mer est polluée à cause de nous, les humains, et de ce qu'on sait mal faire ou qu'on a mal appris à faire. Donc, ce que je vais créer, je veux surtout pas qu'il aille dans la mer. C'est vraiment, j'ai pas pensé. Je suis désolée, c'est peut-être pas, c'est honnête en tout cas. J'ai pas pensé à la campagne, etc., etc. Aujourd'hui, j'apprends sur les abeilles, j'apprends plein de choses. C'est assez fascinant, mais mon moteur au départ, c'est je veux pas dégueulasser mon terrain de jeu qui est la mer pour moi. J'ai peut-être envie juste, si c'est OK, de partager quelque chose avec vous. C'est quand je me suis lancée, et donc ça vous arrivera ou ça vous arrive peut-être déjà, je crée un modèle qui n'existe pas. On m'a d'ailleurs dit, Tiffaine, tu n'arriveras pas à bosser avec que des fleurs françaises. Ok, alors au bout de quelques mois, tu y arriveras, mais tu n'y arriveras pas quand il y aura des mariages ou des gros événements. En fait, depuis 18 mois, je suis en train de prouver le contraire. J'en suis super fière. Mais du coup, j'ai été mal aiguillée dès le départ. On m'a dit, Fleur, créatrice Fleur, tu vas aller à la Chambre des métiers et d'industrie, te référer et te faire accompagner comme une boutique de fleuristes classique. Or, ce que je crée, ça n'a rien à voir avec une boutique de fleuristes classique, ni dans les fonctionnements, ni dans les valeurs, etc. Donc, c'est juste un retour d'expérience à partager avec vous. Si vous créez quelque chose qui change, il y a des chances que ça soit le cas parce qu'on est ici à l'Atelier Impact. Vous allez peut-être être mal aiguillé au début. Je vous souhaite de vous rapprocher d'associations, d'entreprises, etc., qui sont directement les bonnes pour vous, et notamment celle de l'Impact. On a de la chance, c'est de plus en plus visible et accessible d'aller vers eux. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai eu rendez-vous avec mon cabinet comptable, comme tout entrepreneur, et eux non plus comprennent toujours pas. Ils sont super, mais ils comprennent toujours pas, et on est sur la mesure d'impact, on n'y est pas du tout. Et donc voilà, si on se fait accompagner des personnes qui comprennent qu'on est un peu en train d'essayer de changer la donne et de créer quelque chose de différent, ça va plus vite. C'est plus facile. En plus, on va assez vite être en rapport avec ou en contact avec des personnes qui changent, elles aussi, peut-être dans un autre univers, mais qui vont avoir envie de partager ou de nous mentorer, etc. Donc, allez-y fort dès le début et pas essayer d'aller dans les modèles qui existent si ce n'est pas les modèles que vous voulez créer. Voilà. Merci infiniment. Pour compléter un petit peu ce que tu dis et surtout ajouter une petite chose, il y a des mouvements aujourd'hui chez les entrepreneurs, et entrepreneurs. Il y a des mouvements en fait engagés. Vous avez le mouvement Impact France notamment qui perce énormément. On a la chance en France d'avoir un secrétariat d'État avec une loi qui est passée, dont vous a parlé Cassandre, issue en fait des lois Pacte. Il y a aujourd'hui en fait une volonté en fait d'avancer dans l'engagement et dans l'impact. Vous avez donc le mouvement des créateurs engagés, le mouvement Impact France. Vous avez plein de petits mouvements en fait qui apparaissent. Vous avez aussi des structures en fait qui sont des fondations ou associatives qui s'appellent par exemple Make Sense. Donc désolé pour l'anglicisme, mais on y vient aussi. Et c'est vrai que toutes ces structures en fait sont très engagées, sont un peu jusqu'au boutiste justement en matière d'exigence. On leur dit tout le temps mais c'est pas possible et on n'y arrivera pas. Mais en fait tout porte à croire en fait que quand on nous dit que c'est pas possible, c'est qu'au contraire on est en train de faire avancer les choses visiblement. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti, Julia ? Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à créer ton entreprise et surtout avec ce profil, même question que pour Tiffaine.
Alors moi, c'est un peu le c'est pas possible. En fait, à titre personnel, je m'étais engagée dans une démarche. Je cherchais à être plus écologique et dans ma façon de consommer. On parlait de son impact, donc la consommation, c'est quand même tout ça. Pour le coup, ça concerne vraiment tout le monde. Il n'y a pas besoin de créer sa société pour ça. Et moi, je suis une passionnée de beauté. Et donc, pour passer au zéro déchet, moi, dans la salle de bain, ça a été hyper compliqué. Parce que moi, pas question de faire de compromis sur l'efficacité, et voilà, au nom de l'écologie. Et donc voilà, ça m'a demandé du temps pour chercher, me mettre en action. Et je suis maman de 2 jeunes enfants, et au moment où je me suis mise, c'est aussi lié au fait que je me suis mise sur quelque chose de plus écologique, parce que je suis, je sais pas si c'est égoïste, mais c'était aussi l'idée de préserver la planète, mais leur laisser une planète meilleure. Et en fait, notamment donc dans le cas du shampoing, je trouvais ça compliqué. Et donc je me suis dit, je suis arrivée à Vannes, et j'avais quelques mois. Donc j'avais démissionné quelques mois pour réfléchir aussi dans ma vie pro, qu'est-ce que je voulais faire, ramener du sens, parce que j'étais pas du tout entrepreneur avant. Et j'ai évolué plutôt dans des grands groupes côté finance et en partie dans les cosmétiques. Et en fait, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire, il y a un besoin, parce qu'on sait qu'il faut passer au zéro déchet. Mais finalement, si on est très peu à vraiment y arriver, est-ce que ça a on parle d'impact, voilà, je ne suis pas sûre que ça ait vraiment de l'impact. Et moi, personnellement, c'est pas que ça a été un échec, mais je n'ai pas vraiment tenu dans la durée. Et donc, je me suis dit, et je culpabilisais énormément. Et plutôt que de culpabiliser, est-ce que ce n'est pas aux marques d'innover ? On parlait de changer, justement, bouger les choses, d'innover et de proposer des nouvelles solutions, en fait. Plutôt que de nous obliger, celles qui existent, tu disais, il existe des solutions, mais on peut aussi entreprendre avec des nouvelles façons. C'est le même besoin, mais entreprendre différemment. Donc, dans mon cas, c'était de créer un nouveau type de shampoing, donc sous forme de poudre à diluer. Le but, c'est qu'en fait, il soit liquide, in fine, à l'usage. Et au tout début, je voulais créer un shampoing sous forme solide, donc ça ressemble à des pains de savon. Et c'est vraiment en questionnant les gens et le marché que je me suis rendu compte que non, il y avait des gens, ils avaient compris que c'était mieux, que c'était écologique, qu'on arrêtait de transporter du poids et du volume inutilement, que du coup, il n'y avait plus de déchets plastiques. Tout le bénéfice, il y était. Mais en fait, dans l'usage, ils n'avaient pas envie. Donc en fait, on ne va pas obliger les gens à aller faire du vrac s'ils n'ont pas envie de se déplacer avec... Enfin, j'ai rien contre, hein, mais en fait, peut-être qu'il y a plusieurs types de solutions et l'idée, c'était en proposer une nouvelle. C'est ça le point de départ. Et Aden, ça veut dire graine en breton. En fait, tu aurais pu y aller entre nous, parce que la devise de Maison Aden, c'est semer du beau et du bon. Donc, c'est pour nos cheveux, notre santé, et aussi la planète et les autres. Donc, l'impact, il est lié à l'envie d'entreprendre, mais essayer de trouver des solutions qui peuvent correspondre à tous et pas à seulement certaines personnes déjà engagées, parce qu'on peut tous l'être, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut le voir effectivement, mais on peut l'applaudir, hein, effectivement. Et alors surtout, maintenant, vous avez vu qu'il y avait un nouveau mode de consommation de ces produits-là. C'est vrai qu'on n'a pas forcément à attendre des grandes structures, en fait, qu'elles avancent pour nous. C'est-à-dire, elles suivent ce qu'elles appellent des tendances dites de marché, anticipées sur des années, pour mettre en place en fait les plans marketing et tout ce qui va avec, et des plans d'économie en matière de coûts de production également. Mais on voit qu'il y a des groupes aussi qui permettent en fait d'avoir un impact finalement sur la cité, sur le fonctionnement même de la société. Des grands groupes qui s'impliquent et depuis pas mal d'années, et c'est un petit peu donc ce qui se passe en fait au village Baïséa, Catherine. Donc là, c'est une autre forme en fait d'investissement et de transformation en fait de la société, en accompagnant des jeunes pousses. C'est un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est Village Baïséa ? Alors, le Village Baïséa, c'est un accélérateur de start-up.
Donc on prend des entreprises en fait qui ont eu plus qu'une idée. Elles existent depuis plus de 6 mois. Elles ont commencé à tester. Et de toute évidence, ça devrait pouvoir marcher ou alors ça marche déjà. Et nous, on va essayer d'être un coup d'accélérateur. On va essayer de les pousser pour sécuriser en fait leur entreprise et faire en sorte qu'elles grossissent le plus vite possible. Alors, j'ai des start-upeuses, du coup, comme Julia. J'ai Perrine qui est derrière aussi. J'ai deux femmes ici. Je commence à avoir une tendance avec plus de start-upeuses qu'il y a quelques temps. Donc, c'est plutôt positif. La tendance de marché est un peu plus féminine qu'il y a quelques temps. Beaucoup aussi des femmes à impact, en fait, qui veulent faire des choses utiles. Pas juste gagner de l'argent, mais faire en sorte que si ça puisse en plus aider un peu la planète ou la société à aller un peu moins dans le mur, ce soit mieux. Donc ça, j'ai trouvé ça positif. Moi-même, je suis une femme. Quand j'ai vu ce que c'était le village Baïsa, qu'est-ce que c'est, etc. C'était une feuille blanche, il fallait tout créer. C'est génial. Moi aussi, je voulais monter une boîte il y a quelques années. Mais je venais d'avoir un bébé, donc c'était un peu... J'avais un tout petit. On m'a dit non, c'est un peu jeune quand même pour lancer une entreprise avec un bébé de 3 mois. Ok, donc je suis rentrée dans un gros groupe. Et là, j'avais l'opportunité, moi aussi, de créer une entreprise qui pouvait aider d'autres entreprises. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Et ce côté entreprise à impact, il se développe de plus en plus. Donc ça, c'est... Moi, le premier mot que j'avais, c'est positif pour ça. Parce que c'est un état d'esprit, quelque part. On a eu un petit tournage en fait où ce que j'expliquais, c'est que ce que les femmes ont amené au sein du village Baïsia, c'est de l'enthousiasme et beaucoup de professionnalisme et un esprit de communauté. Notre slogan à nous, c'est coopérer pour innover. Forcément, quand on est plusieurs cerveaux, ça marche mieux. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Et je trouve que ça crée une ambiance conviviale, une forme de solidarité aussi entre femmes qui est évidente. Donc c'est vraiment enthousiasmant. Donc quand le Crédit Agricole a lancé ça, c'était un peu du jamais vu. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas gagner d'argent. On ne gagne pas du tout d'argent avec le village. On en perd. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Le but du jeu, c'était de faire quelque chose qui soit utile en société, pas que dans les grandes villes. Donc le premier village était à Paris, mais maintenant il y en a 43, dont 3 en Italie et 1 au Luxembourg, et le prochain sera sans doute en Égypte. Pour vous dire. Donc ça, c'est semé, pareil, c'est une graine, semée pour récolter, mais c'est aider des jeunes graines à pousser le plus vite possible, parce que ce sont aussi des tendances quand même de marché pour dire tiens, il y a beaucoup de gens qui se lancent plutôt dans tel domaine. On a beaucoup, vous devez entendre avec la guerre en Ukraine parler de cybersécurité. Moi, c'est en cybersécurité que j'ai accompagné le plus de startups depuis que je suis ouverte, depuis 3 ans et demi. Et dans le Morbihan, on a une école d'ingénieurs, etc. Enfin, on voit dans quel domaine, en fait, il y a des nouveautés qui se lancent, qui se créent. Donc, ça donne forcément des tendances, quand même, d'orientation de société qui sont assez intéressantes. Donc, voilà, je trouve que le groupe, pour le coup, un grand groupe qui se lance là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, je suis ravie d'avoir fait ça. Ça se développe. Et puis, ça permet de rencontrer des gens motivés, des femmes motivées, motivantes. Donc, forcément, il y a un côté boule de neige vertueux. Merci infiniment pour ce témoignage, Catherine. Donc, vous le constatez, en fait, il y a des impacts très divers qui s'expriment sous diverses manières. Les Premières Bretagnes, c'est une forme d'impact. L'exposé de Cassandre a aussi été une forme d'impact. Ce que font en fait ces dames qui nous accompagnent sont également des formes d'impact. Et là, ce qu'on va peut-être recueillir, on a quelques minutes encore, on va peut-être recueillir vos questions, si vous en avez, des questions qui seraient adressées à Catherine, Julia ou Tiffaine ou Cassandre ou moi-même. Donc je vous en prie, prenez la parole, prenez le micro et puis vous posez la question, comme ça on vous entendra en live et en replay également, puisque je vous rappelle en fait que cet atelier est retransmis sur la page YouTube de la préfecture du Morbihan. Qui veut poser une question ? Moi, en attendant, j'en ai une. Le temps que j'arrive jusque toi, c'est Tiffaine et Julia. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits ?
Le site sort incessamment sous peu, donc cette semaine. Mais il y a une page Maison Aden où tout est expliqué. Et s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent laisser leur mail à la fin. Comme ça, ils seront informés du lancement. Voilà. Trouver la manière de s'exprimer et ce que l'on veut rendre, en fait, ce que l'on veut expliquer sur son entreprise, toujours un exercice très délicat. On appelle ça trouver le wording en anglais, donc pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est aussi trouver le meilleur moyen de se présenter le plus rapidement possible également. Et toi, Tiffaine, où on peut te trouver ? Alors, côté fleurs fraîches, on est dans l'ultra local puisque notre rayon d'action, c'est entre Vannes et Auray. Après, on va fleurir cette année des mariages jusque dans le Finistère et jusqu'au nord de Rennes. Donc, on va dire Bretagne, quoi. Et fleurs séchées, on peut les expédier. Voilà. Donc, dans toute la France. Magnifique. Je vous en prie. On avait une question là-bas. Une petite question. Déjà, bravo pour vos parcours et pour vos belles idées à impact. C'est très positif. Moi, j'avais une question pour Catherine. Et je me demandais comment est-ce que Village by CA, vous avez parlé de start-up. C'est un mot, quand on sait que la moyenne d'âge des femmes, on est entre 40 et 45 ans sur la création d'entreprises en Bretagne, c'est pas forcément un mot dans lequel elles se reconnaissent toutes. Je me demandais surtout comment est-ce que vous accompagnez aussi des entreprises issues de l'économie sociale et solidaire, donc en effet dans le sens des gouvernances collectives, la question statutaire, etc. Est-ce que c'est vraiment est-ce que vous avez cet engagement-là aussi, ou est-ce qu'on est plus sur des entreprises à mission, entreprises classiques qui ont un projet d'impact ou un projet de développement à impact? Pour moi, c'est important. Et deuxièmement, puisque derrière vous êtes une banque aussi, comment est-ce que vous gérez justement ces critères de rentabilité qui sont souvent reprochés à des entreprises ou des projets qui ont un impact et qui mettent souvent plus de temps à se développer? Est-ce que du coup vous avez travaillé justement sur ces critères de bien-être territorial, mais surtout derrière dans la levée des prêts pour les personnes qui se lancent? Alors, je vais donner un exemple concret. On a eu une start-up qui s'appelle Veando, qui était une start-up ESS. Dont l'objectif était d'améliorer en fait l'attractivité du centre-ville, des commerçants des centres-villes. Donc voilà, c'était de l'ESS. On en a eu quelques-unes qui étaient très orientées, mais qui n'étaient pas estampillées ESS, mais qui étaient clairement estampillées. J'ai eu une start-up, elle existe toujours, qui s'appelle Seabird. On parlait de maritime. C'est une femme de 60 ans qui a lancé ça, qui avait une autre boîte. Elle a vendu son entreprise pour créer Seabird. Elle fait du bioplastique biodégradable. Ça remplace le plastique et c'est biodégradable. Elle est à l'Armor Plage. C'est impressionnant. Alors, les ingrédients sont... Non, c'est pas à base d'algues. Tous les ingrédients ne sont pas donnés. C'est comme McDo, on donne pas ou Coca-Cola, on ne donne pas la recette en entier, bien évidemment, parce que c'est sa marque de fabrique. Elle a des produits qui viennent du Japon. Et puis, c'est une association chimique, évidemment, qui fait que ça permet de faire un équivalent d'un plastique qui va durer, on va dire le jeu qui dure 2 ans, celui-là 4 ans, celui-là dans 10 ans, et hop, ça se dilite. C'est génial. Donc, on a eu des entreprises à impact qui pourraient avoir un impact énorme, vraiment au niveau mondial. Donc, c'est une très belle structure qui est dans le Morbihan. Donc voilà, on a tout ça pour dire qu'on a eu des startups, on a des startups qui ont un impact sur la société et j'espère sur la suite de la planète pour certains, ce serait bien. Et la deuxième question, c'était sur le financement, c'est ça? Alors, nous, le financement, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle fonctionne. J'ai une start-up, par exemple, qui existe depuis 5 ans, qui a été récompensée dans la Mecque de l'innovation qui est à Las Vegas, qui s'appelle le CES de Las Vegas, en cybersécurité, 2 fois. Elle n'a toujours rien vendu. Mais ce qu'elle va lancer, donc nous, au niveau chiffre d'affaires, c'est 0. Waouh! Pour une banque, c'est pas terrible, hein. C'est un peu dur, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, la société a une valeur capitalistique énorme, déjà. Elle vaut déjà des millions d'euros. Parce que ce qu'elle va lancer, elle va le distribuer au niveau mondial et à un tarif incroyable. Enfin, bref, c'est assez impressionnant. Donc, en fait, même si elle n'a pas eu rien gagné, on sait que de toute façon, elle a de la valeur. Donc, on lui fait confiance. Donc, même si nous, elle ne nous a pas remboursé, parce qu'elle a un prêt aussi, prêt du Crédit Agricole, elle n'a pas forcément remboursé, c'est pas grave. On a structuré, en fait, on a organisé aussi
les crédits agricoles avec des responsables innovation qui sont répartis sur tout le département pour se dire ok, moi je suis à Locminé, je suis en charge des jeunes entreprises qui se lancent dans des choses qui n'existent pas. En gros, c'est ça. Parce qu'il faut que je regarde sous un angle un peu différent et pas mathématicien classique ou économique pur et dur. On regarde ça sous un angle parce qu'il n'y a pas l'effet rétroviseur qu'on peut avoir qu'une entreprise lambda qui existe depuis X années. Bon, ok, vous marchez bien depuis X années, vous faites tant de chiffre d'affaires en général, ou ça progresse, bon voilà. C'est entre guillemets relativement simple. Mes collègues à côté diraient pas ça, mais enfin bon, c'est quand même relativement simple. Mais quand il n'y a pas le rétroviseur et qu'on regarde que le futur, on dit, faut y croire quand même, hein, pour elle, mais aussi pour celui qui prête l'argent, pour que ça marche. Une tendance quand même qui est forte, c'est ce qu'on appelle la levée de fonds. Ça marche très bien. Très très bien. Et alors nous, on n'a aucun souci pour faire des levées de fonds de centaines de milliers d'euros. C'est vraiment pas un problème. Parce qu'en fait, les investisseurs, ils investissent en immobilier, ils investissent en bourse, etc. Et tout. Puis tiens, en fait, la start-up, là, ça a l'air pas mal ce qu'elle fait. On va peut-être mettre un peu de bide, on va acheter un petit peu du capital en espérant faire avoir ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire que quand je vais vendre, ça vaudra X fois plus. C'est de la spéculation. Je sais que ça va marcher pour une start-up sur 10, en moyenne c'est ça. Une start-up sur 10, ça va marcher. Pour les 9 autres, je vais perdre mon argent. Mais sur celle sur 10 qui va marcher, elle va me rembourser largement tout ce que j'ai investi pour les autres. Et donc là aussi, il y a des statistiques qui montrent que c'est plutôt pas mal. Donc il y a d'autres entrées en fait, d'argent pour les start-up. Julia pourra en parler. Perrine est aussi dans cet état d'esprit-là. Il n'y a pas que des prêts bancaires. Il y a plein d'autres moyens de trouver des aides financières pour se développer. Donc la banque aussi élargit son spectre, en fait, sa manière de fonctionner pour répondre à ces besoins-là. Alors, on va prendre une autre question parce qu'on est limité. Mais n'oubliez pas une chose, enfin deux choses. C'est que quand on vous dit que c'est impossible, ça signifie souvent que c'est une bonne idée. Et quand on vous dit qu'il n'y a pas de solution, cherchez bien, il y a toujours des alternatives. Toujours. Et des alternatives beaucoup plus vertueuses. Pour rebondir sur la notion de rentabilité, quelque part, parce que bon, c'est bien d'être en... D'accord. D'accord. Donc effectivement, on peut être en économie circulaire, économie solidaire et sociale. Moi, c'est mon projet. Pour autant, je suis aussi formatée, je dirais, un profil commercial. Donc, il faut pouvoir en vivre à terme. Donc, il faut qu'il y ait une rentabilité. Ce n'est pas incompatible avec le solidaire, social et circulaire. Donc, vous, par rapport à votre expérience, est-ce que vous notez un delta entre des entreprises de profil classique et des entreprises qui sont positionnées en ESS en termes de rentabilité, de capacité à se projeter dans cette optique de rentabilité? Moi, je n'ai pas de critères définis. En fait, il y a des modèles économiques différents. Si on est une association, on n'a pas le même modèle économique parce qu'on ne vend pas de la même façon que si on est une entreprise. Alors, moi, j'ai deux réponses. La question, c'est qu'est-ce que vous portez et qu'est-ce que les porteurs et les fondateurs ont envie d'apporter à la société. Et ça, c'est très important de les rencontrer, de le cerner. Et si jamais ils commencent déjà à avoir des actionnaires, à comprendre ce que les différents actionnaires, notamment suite à une levée de fonds, sur quoi est-ce qu'ils s'engagent ensemble et quelle est la vision vraiment qui suivent. Il n'y a pas de réponse directe à votre question. En fait, en tout cas, je vous rejoins tout à fait sur le fait que pour avoir de l'impact, il faut qu'une structure ait une pérennité économique. Si vous faites... que de l'impact et que l'économique se casse la figure au bout de quelques mois ou au moins quelques années, il n'y aura plus de moyens. Donc, mine de rien, le bénévolat existe et il est très puissant. Mais en tout cas, si à un moment donné, vous voulez attirer des talents, etc., ce sera moins possible. Donc, il faut qu'il y ait cette pérennité économique, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à engager des forces vives. Après, il y a d'autres modèles très collectifs et qui fonctionnent très bien. C'est avec d'autres types de gouvernance. Donc, moi, je ne fais pas de dichotomie entre les statuts et l'impact. Pour moi, ce qui compte, enfin, en tout cas dans l'entrepreneuriat social, ce qu'on regarde, c'est la vision et le besoin et la façon dont l'expriment les porteurs et le pourquoi, le why, enfin, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est qu'est-ce qui pousse les gens à se lever le matin et pourquoi est-ce qu'ils ont créé et lancé cette structure et est-ce qu'ensuite ça a bien infusé dans tous les étages, parce que plus une structure grossit, plus il y a de membres et de salariés, etc., plus il y a potentiellement de membres aussi actionnaires ou de parties prenantes financières.
Donc ensuite, le modèle économique, une association peut avoir un modèle économique relativement rentable sur le temps et avec un très bel impact, tout comme une entreprise peut avoir un modèle économique très risqué et qui peut se planter au bout de très peu de temps. Donc c'est de comprendre le cap que se sont fixés et vraiment, moi mon encouragement, et ça c'est à titre, c'est professionnel et personnel, mais c'est les statuts ne font pas la vertu. Et il y a des typologies, on est toutes différentes, on a toutes des valeurs différentes et des façons de fonctionner différentes. Moi, j'ai travaillé avec des entrepreneurs sociaux avec un impact incroyable. Il y en a certains qui ne peuvent pas être en coopérative et d'autres qui sont excellents en coopérative parce qu'il y en a, leur énergie naturelle, c'est d'être dans la coopération, la facilitation et ça marche super bien. Mais ils prennent aussi, ils sont prêts à accepter peut-être les côtés que d'autres appellerait peut-être les défauts, notamment la prise de temps, le fait que ce soit des mouvements peut-être un peu plus engageants et avec plus circulaire et plus global, et d'autres qui ont un impact incroyable, mais c'est leur caractère, leur tempérament, pour que ça avance, ils sont plutôt dans des statuts plus classiques et ça leur permet aussi donc on est toutes, je vais parler au féminin, mais on est toutes différentes, on a toutes quelque chose à apporter à la société, on a toutes un impact particulier à apporter à la société. Les statuts sont des outils pour nous permettre de déployer l'impact qu'on a apporté au monde. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ma conviction, c'est qu'on ne peut pas dire telle structure, mais ils ont tel statut, donc ils n'ont pas d'impact ou ils ont moins d'impact qu'une autre. C'est comment est-ce que vous, chacune, de quels outils, quel est l'outil qui vous correspond le mieux pour permettre de déployer votre impact et de le déployer largement, si c'est votre objet. Il y a des personnes qui font des petits projets extrêmement impactants et c'est très bien. Ça dépend ensuite de qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, pour votre projet et pour la société ou l'environnement. Ouais, je viens compléter. Ok, vous m'entendez jusqu'au fond? Ouais. Ok. En fait, quand vous devenez ou êtes entrepreneur, c'est vous qui choisissez où vous placez le curseur, que vous soyez dans l'économie sociale et solidaire ou pas. Un exemple tout con, vos cartes de visite. Vous pouvez prendre les pas chères du tout et ça sera forcément moins cher que de prendre les éco-responsables, mais vous pouvez aller choisir d'acheter celles qui sont brodées ou je ne sais plus comment ça s'appelle, là, en presse, en relief, dorure et compagnie. Ils ne sont pas forcément éco-responsables, mais seront plus chers que des éco-responsables. Donc je ne pense pas qu'il y ait une différence à la fin, en coût d'entreprise, qui soit forcément plus forte quand vous êtes dans une entreprise d'impact ou d'économie sociale et solidaire. C'est vos choix sur chaque petit détail et jusqu'où vous allez et jusqu'où vous placez le curseur. En revanche, on a un devoir, je pense, c'est ma conviction personnelle et je veux embêter personne, mais mettre la pression à personne, mais si on crée quelque chose qui change, on a le devoir de faire en sorte que ça soit économiquement viable pour que ça dure, que ça soit répliqué et que ça impacte véritablement le monde derrière, quoi. Si on lance moi, personnellement, je ressens cette responsabilité de me dire si au quotidien, ce que je fais, je reçois des messages de fleuristes en reconversion ou en activité qui disent c'est cool, ça nous donne des pistes, on échange sur des producteurs, donc ça a un impact et il faut que je prouve que ça fonctionne et que ça peut se développer parce que ça prouvera que le fameux « c'était pas possible, t'es 100% de fleurs françaises », si c'est possible et en plus on va changer ça avec plein d'autres gens, quoi, embarquer plein d'autres personnes dans l'aventure. Donc je pense qu'on a ce devoir-là. Et juste pour rajouter par rapport au statut et voilà les différences entre les types de sociétés ou structures, Maison Aden, c'est une SAS et je suis pas forcément dans les réseaux ESS, c'est pas une association et pour autant ça n'empêche pas de faire les choses dans l'éco-conception. Donc il y a le zéro déchet mais pas que, à plein de dimensions et voilà, le choix des fournisseurs, comment on fait les choses, comment on décline son concept, ça en fait partie. Mais après c'est aussi ce que tu dis dans des choix personnels et ça a été dit tout à l'heure aussi dans ce qui fait vibrer. Moi il n'y a pas que l'écologie. Il y a aussi la cause des femmes et je ne sais pas pourquoi les femmes enceintes en situation de précarité. C'est une cause qui me touche. J'ai fait le choix Alors, le shampoing, il va être disponible à la vente, mais il y a une campagne de précommande déjà qui a été faite. Et j'ai fait le choix de faire 1%
du chiffre d'affaires et non pas du profit. Donc, chiffre d'affaires, c'est avant les coûts marketing, les salaires, enfin avant tout ce qu'il y a, reversé à cette association. Et c'est pas là, j'ai l'occasion d'en parler parce qu'on en parle et j'ai pas. C'était une manière de le faire et il n'y a pas besoin d'être forcément une association. Je suis pas moi une association, mais je peux très bien m'engager de cette façon-là en étant une SAS. Alors voilà, sans être forcément une coopérative. Ou je pense que peu importe, je rejoins ce que tu dis, le statut, c'est comment on met les choses en place et à chaque étape, comment on peut le faire et où on met le curseur. Parce qu'il y a aussi des moments où, à vouloir trop faire parfait, ça sort jamais aussi. Et il y a peut-être des choses à améliorer par la suite. Et aussi, voilà. Oui, facilitez-vous la vie pour entreprendre. Si vous avez un projet à porter, un impact à porter, enfin voilà, après ça se réajuste, ça vous fait accompagner, etc. Je pense que nous allons être invités à vous donner quelques minutes de pause et éventuellement, je pense, enfin voilà, sur les stands, vous nous retrouvez si vous avez des questions pour poursuivre l'échange. Merci beaucoup à toutes pour votre écoute.